Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de Pareto, Planning for a Better Life. Bienvenue dans Z sur 7, votre podcast d'actualité économique quotidien. Nous sommes le 14 janvier. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rochet et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, à la une de votre podcast, le tribunal de l'entreprise de Bruxelles tire la sonnette d'alarme. Les entreprises de la capitale vont mal. Avec tous ces coûts qui ont augmenté, on se rend compte que les entreprises sont effectivement dans le dur à Bruxelles. À Las Vegas, 22 entreprises wallonnes ont participé au CES 2025 pour présenter leurs innovations technologiques. De son côté, Delhaize a fait l'acquisition des magasins et du siège social de Louis Delhaize. Restez à l'écoute de Z sur 7 pour vos analyses quotidiennes du monde économique. Z sur 7 à la une. L'état des entreprises dans la capitale est alarmant. C'est le constat du tribunal de l'entreprise de Bruxelles. L'an dernier, les faillites ont augmenté de 15%, soit 2 fois plus rapidement que dans les 2 autres régions. Et comme l'explique Pierre-Yves de Harvan, le président de la Chambre des entreprises, d'autres facteurs viennent alourdir la situation. Il y a d'autres chiffres qui ont augmenté l'année passée. Par exemple, le nombre de dissolutions à la demande de l'ONSS et du fisc a atteint 764 entreprises. Donc il y a 764 dissolutions à la demande de l'ONSS et des finances. À ça, il faut ajouter aussi 200 PRJ privés et publics et également 3500 entreprises qui ont été suivies par la Chambre des entreprises en difficulté en 2024, comparé à 2900 en 2023. Le tribunal souligne que de nombreuses entreprises bruxelloises s'approchent de la faillite. Pour nous, la crise Covid, c'était le début. Ensuite, il y a eu la crise des prix de l'énergie, puis la crise de l'inflation, pour finir par la crise de l'indexation des salaires. Avec tous ces coûts qui ont augmenté, on se rend compte que les entreprises sont effectivement dans le dur à Bruxelles. Du secteur des entreprises de construction aux sociétés immobilières, la taille des entreprises en faillite a changé. C'est le constat de Paul Dayer, président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles. Nous avons affaire maintenant à des entreprises qui emploient parfois plusieurs centaines de salariés. Et par ailleurs, ce sont des entreprises qui sont souvent en défaut bancaire, ce qui veut dire qu'elles ont du mal à satisfaire leurs obligations de remboursement de leurs crédits. Et ça, c'est tout à fait neuf et inquiétant. Le tribunal espère une formation rapide du gouvernement régional qui devra faire face à cette baisse de recettes fiscales si la situation ne s'améliore pas. Z sur 7 à la une. 22 entreprises wallonnes ont participé au CES 2025 de Las Vegas, un record. Avec plus de 4500 exposants, le bilan est positif pour Guy-François Van Passen, expert en numérique. En termes de business, je peux déjà vous dire que des contrats seront signés avec le Japon, avec des Américains, avec des Français. Évidemment, tout ça va se concrétiser dans les semaines et dans les mois qui viennent. Au-delà de la visibilité, ce sont avant tout les contacts et l'expérience que sont venus chercher les entreprises wallonnes. Les gens ne viennent pas spécialement pour faire du business aux États-Unis, mais ils peuvent faire du business avec l'Italie, avec les Pays-Bas, avec Israël, avec la France, puisque le monde entier est présent. Et donc c'est ça qu'ils viennent chercher. C'est évidemment des opportunités d'affaires, mais également un apprentissage, puisque certaines d'entre elles m'ont dit on a plus appris en 4 jours de salon qu'en 6 mois d'existence. Pour Guy-François Van Passen, les entreprises wallonnes portées par leur diversité ne s'en sont pas si mal sorties. Il y avait pas mal d'entreprises wallonnes qui venaient présenter des solutions en intelligence artificielle. Il y avait également de la medtech. Il y avait également des entreprises qui font de la décarbonation. Il y a une multitude de secteurs qui étaient présentés. Et je pense que c'est ça qui démontre la richesse de notre écosystème numérique wallon. Un bilan positif donc pour les entreprises wallonnes, même si celles-ci attendent les éventuelles mesures protectionnistes de Donald Trump pour celles qui espèrent séduire le marché américain. Z sur 7 à la une. Delhaize a conclu un accord avec le groupe Louis Delhaize pour racheter ses 325 magasins et son siège social en Belgique. Pour l'enseigne, céder la société Delfood représente la meilleure option pour sécuriser l'avenir de l'entreprise.
Pour Delhaize, ce rachat représente une bonne opportunité pour étendre son réseau. Chez Delfood, les employés et l'équipe de direction seront conservés. L'accord doit être approuvé par l'autorité belge de la concurrence. Pour Karima Godzi, porte-parole de Delhaize, cette acquisition permettra à l'enseigne de renforcer sa place sur le marché belge. On a cette volonté de regarder vers l'avenir et de justement renforcer tout notre réseau pour pouvoir justement faire bénéficier tout le réseau, d'un côté Delfood et celui de Delhaize, de cette expertise et de vraiment pouvoir devenir numéro 1 dans le magasin de proximité et dans cette expertise de l'assortiment sain et vraiment avoir un magasin Delhaize ou Delfood à chaque coin de rue. Z sur 7, la tech au quotidien. Notre collègue Christophe Charlot de Trends Canal Z épingle une idée technologique qui boostera votre productivité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une innovation technologique majeure dévoilée récemment au CES 2025 à Las Vegas. Le super ordinateur personnel d'intelligence artificielle de NVIDIA. Pourquoi nous en parler aujourd'hui et en quoi est-ce une annonce si importante ? Digits, présenté par NVIDIA, n'est pas un nouveau PC, c'est un superordinateur personnel qui va révolutionner le monde de l'intelligence artificielle. C'est probablement une des avancées majeures dans le domaine, car ce superordinateur a la taille d'un livre, il est vraiment tout petit, et il est équipé d'une puce NVIDIA hyper puissante qui est capable de gérer des modèles d'intelligence artificielle extrêmement complexes, qui peuvent comprendre jusqu'à 200 milliards de paramètres. Pour se donner une petite idée de la puissance et de ce que représente un chiffre comme celui-là, le modèle d'intelligence artificielle Llama mis en place par Meta, l'entreprise derrière Facebook, gère entre 300 et 405 milliards de paramètres. Ça veut dire que cette petite machine Digit est hyper puissante et est à portée de tous puisque il ne devrait coûter que 3 000 $. Et donc, qui cet appareil vise-t-il ? Eh bien, toute personne ou organisation qui veut faire de l'intelligence artificielle. On pense évidemment aux développeurs, aux chercheurs, aux étudiants dans le domaine de l'IA et même aux entreprises. Ça va leur permettre de travailler sur des projets d'intelligence artificielle avancés directement depuis leur bureau, sans dépendre de centres de données, d'infrastructures coûteuses ou d'acteurs extérieurs. Digits ouvre des opportunités incroyables en fait pour les entreprises, et ce, quelle que soit leur taille. Jusqu'à présent, les petites structures ou les startups ne pouvaient pas vraiment rivaliser avec des géants comme Google ou Meta dans le domaine de l'IA, faute de moyens, évidemment, pour accéder à une puissance de calcul nécessaire. Aujourd'hui, NVIDIA libère de cette contrainte-là et va permettre donc aux entreprises, pourquoi pas, d'automatiser des tâches complexes avec des modèles d'IA qui sont développés sur mesure, pour la gestion, pour le marketing ou encore faire de la maintenance prédictive. Ça va permettre aussi de prototyper rapidement, de tester et d'affiner des idées en interne sans devoir attendre des semaines ou des mois comme c'est parfois le cas avec des services de cloud externes et des entreprises externes. Donc c'est vraiment une belle avancée et va donner beaucoup d'autonomie aux plus petites structures. Et quand est-ce que cet appareil sera disponible ? C'est la bonne nouvelle parce que Digit n'est pas un projet du futur. NVIDIA a annoncé que l'appareil était déjà en production et devrait être commercialisé d'ici le mois de mai ou l'été, aux États-Unis certainement, et sans doute par la suite en Europe. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Aujourd'hui, c'est Éric Joly de la banque ABN AMRO qui livre son analyse sur les rumeurs de rachat de Versace dans le secteur de la mode de luxe par son homologue, la maison de mode Prada. L'entreprise a fait appel à des banquiers d'affaires de Citi pour étudier cette possibilité. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau dans ce secteur. C'est le défi classique, je dirais, d'une marque de luxe. Chaque entreprise de luxe a comme vocation de croître, comme toute autre entreprise, évidemment. Là, par contre, où ça se complique un tout petit peu, c'est à partir du moment où cette société décide d'écouler son stock et surtout si elle le fait à des prix bradés. Parce qu'à ce moment-là, les premiers acheteurs commencent à se détourner un peu de la marque en se disant « Oui, mais pour l'instant, il y a beaucoup trop d'autres personnes qui portent la même marque
Et c'est ce que l'on appelle effectivement le paradoxe du luxe. Les investisseurs se montrent plus sélectifs dans ce secteur et conseillent la diversification du portefeuille. Clairement, on peut parler d'un marché à deux vitesses. Donc, il faut savoir qu'à partir de la mi-2023, il y a quand même pas mal de sociétés qui ont eu des difficultés, qui sont toujours en difficulté pour l'instant. 2023, pour rappel, c'est la période pendant laquelle on a vu l'inflation qui a monté fortement. C'est aussi le moment où bon nombre d'acheteurs se sont posé la question de savoir si oui ou non ils allaient continuer à acheter ces marques de luxe. Cependant, on constate qu'il y a un petit groupe de sociétés de luxe qui ont relativement bien su tirer leur épingle du jeu. Hermès, Prada, dans une moindre mesure LVMH. Ils l'ont fait en se focalisant sur les hyper riches. Les marques de luxe doivent se distinguer de la concurrence, mais doivent aussi, aujourd'hui, convaincre les acheteurs de dépenser dans leurs magasins. Il faut personnaliser. C'est devenu un big business. Il y a une étude qui a été menée par un organisme britannique qui stipule qu'en 2023, la valeur de ce créneau, de ce segment du secteur du luxe était déjà de l'ordre de 430 milliards d'euros, soit 4% de plus par rapport à 2022. Et donc, c'est une tendance qui vraisemblablement va continuer dans les années à venir, personnaliser aussi bien des montres, des voitures, les sacs à main, enfin tout ce qui est luxueux, quoi. Un secteur qui est en difficulté depuis le mois d'avril et qui va continuer à être affecté. Vraisemblablement, on va assister à beaucoup plus de fusions et d'acquisitions. Vous avez le club des gagnants, dont fait partie LVMH, Prada, qui ont les poches profondes et qui vont éventuellement pouvoir racheter d'autres marques à des groupes qui ont plus de difficultés pour l'instant. Il y a plusieurs études qui font mention d'un montant de 30 milliards dont pourrait disposer LVMH pour faire des acquisitions d'ici 2026. Et quelles acquisitions? On peut penser à des marques comme Stella McCartney, Alexander McQueen, et comme vous le disiez tantôt, effectivement, beaucoup dépendra aussi de l'attitude du consommateur chinois. Et voilà, maintenant vous êtes bien au courant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul de nos épisodes. Et le programme de demain, Anne? Demain, Peter de Keyser abordera l'impact de l'axe Trump sur la Belgique et l'Europe. Retrouvez également vos analyses quotidiennes sur le monde économique. Et en attendant, restez à l'écoute du conseil de Pareto pour financer vos biens immobiliers. Une minute pour faire fructifier et sécuriser votre patrimoine. En collaboration avec Pareto. Le saviez-vous? L'immobilier peut être financé sur fonds propres et ou à crédit. En effet, beaucoup de personnes dans notre beau pays financent de l'immobilier bien trop souvent plutôt sur fonds propres qu'à crédit. Pourquoi est-ce qu'un immeuble de rapport et un investissement immobilier doit de préférence avoir un crédit? 4 raisons. La première raison est relativement simple, c'est tout simplement une couverture contre l'inflation. En effet, la mensualité du crédit ne bouge pas au fil des années. Deuxième raison, c'est l'effet de levier. Le coût du crédit est inférieur à ce que le bien va nous rapporter. Troisième raison, la succession. Quand on décède, c'est l'actif net qui est taxé, actif moins passif. Et la quatrième raison, il existe encore et toujours des avantages fiscaux à avoir un crédit. Vous voulez sécuriser votre avenir fiscal et patrimonial? Contactez Pareto.